Merci de rester avec nous pour la suite de New World Forum. Nous évoquons maintenant le Covid-19 en lien avec les secteurs de la culture, du tourisme et des loisirs. Est-ce que la pandémie a des impacts mesurés sur ces différents secteurs? Nous en parlons avec le ministre togolais en charge de ce secteur. C'est le ministre Kossivi Egbetonyo qui nous fait l'honneur d'être au plateau. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir pour la première fois dans nos studios. Merci de nous avoir invités à cela. Nous commençons donc avec cet état d'urgence sanitaire décrété par le Togo depuis le 1er avril. Alors, en tant que ministre de la Culture, comment vous recevez cet état d'urgence? Comment vous le comprenez dans votre secteur? Merci de la question. C'est vrai, l'état d'urgence est très souvent conçu comme une notion imaginaire difficile à comprendre. C'est pourtant simple. C'est un groupe de mots. Il y a deux mots. Il y a état et il y a urgence. D'abord, l'état, qu'est-ce que c'est? Le terme état a plusieurs significations, plusieurs sens. Bon, c'est un terme polysémantique. Et il faut tout de suite éviter ou écarter la définition qu'en donne le droit constitutionnel. Et alors on a l'État togolais, l'État français, l'État béninois. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, l'État, c'est une situation, une disposition dans laquelle l'on se trouve. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre État. Maintenant, l'urgence, c'est le caractère de ce qui requiert une action ou une décision immédiate. Donc, les deux mots combinés suggèrent de définir l'état d'urgence comme une situation résultant de circonstances extrêmes, circonstances imprévisibles qui amènent l'État, cette fois-ci au sens constitutionnel du droit constitutionnel, à agir immédiatement. Et donc, naturellement, contrairement aux habitudes, contrairement à l'état de droit courant. C'est ça l'état d'urgence. Alors, quel est le rôle de votre département dans la mise en œuvre de cet état d'urgence? Est-ce que vous êtes concerné? Avant d'en arriver là, nous sommes en l'espèce dans un état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence peut être motivé par d'autres circonstances sécuritaires, calamités et naturelles, les inondations, la famine et tout cela. Mais ou une agression externe. Lorsque c'est une agression intérieure ou extérieur ou trouble grave, on est assiégé, on n'est plus en urgence, mais on est assiégé, là c'est l'état de siège. Et lorsque on reçoit une déclaration de guerre formelle d'un autre état, on est en état de guerre. Ici, on est en état d'urgence sanitaire. Alors, quel est le rôle du ministère du Tourisme dans cette situation, dans la contenance de cette situation? L'état actuel, caractérisé par la survenue de la pandémie, appelle de l'État une organisation pour riposter, pour contenir la propagation. Et dans la démarche scientifique, il faut éviter que les personnes suspectées d'infection puissent contaminer les autres. Et ce que nous observons par ailleurs, et ce que les scientifiques ont conseillé, c'est que ces personnes probables d'infection soient mises à l'écart, qu'elles soient, selon le terme consacré, confinées, mises en quarantaine. Et les meilleures structures disponibles
à tout moment et facilement, c'est les hôtels. Donc, vous savez que tous les hôtels et les structures d'hébergement sont gérés par le ministère du Tourisme. Donc, le ministère du Tourisme est incontournable dans l'organisation de la riposte à cette pandémie. Il est incontournable, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc, certains hôtels ont été réquisitionnés pour mettre en quarantaine les sujets asymptomatiques. Je voudrais comprendre le processus, la procédure de réquisition de ces hôtels. Comment vous les choisissez? C'est un tirage au sort? Pas un tirage au sort. En raison de l'état d'urgence, le Premier ministre a, par arrêté, déclaré tous les hôtels, toutes les structures d'hébergement sur toute l'étendue du territoire national, privés ou publics, susceptibles d'être appelés à recevoir ces personnes-là. Donc c'est tous les hôtels qui sont dans le principe réquisitionnés. Et en fonction des besoins de confinement exprimés par le ministère de la Santé, le ministre du Tourisme arrête la liste des hôtels à mettre à disposition. Et ces hôtels reçoivent notification de ce qu'ils doivent être tenus à disposition pour recevoir les cas suspects de contamination. Justement, donc, comment vous faites pour sélectionner ces hôtels? Il y a une commission qui étudie les hôtels à prendre, à utiliser comme lieu de confinement. Parce que c'est un enjeu économique aussi. Hein? C'est un enjeu économique, c'est vrai. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas un tirage au sort, ce n'est pas par hasard. Au départ, c'est Lomé qui était le foyer principal de la contamination. Et on était parti de l'idée qu'il fallait tenir à disposition les hôtels d'une certaine capacité d'accueil. Donc, c'était les hôtels d'une capacité égale ou supérieure à 40 chambres. Et c'est cette liste-là qui avait été dressée. Donc, c'est sur des critères objectifs. Objectifs. Mais depuis 2 semaines, vous n'êtes pas sans savoir que le virus s'est propagé presque sur toute l'étendue du territoire national. Oui, on a parlé de Tchaoudjo, mais il y a eu Djarpanga, Dapaon, donc beaucoup de localités. La dernière fois à Ného. Toutes les préfectures, je dirais, sont infestées. Pas toutes, mais presque toutes les préfectures. Peut-être presque, mais moi je vous dis que dans tous les cas, on n'a aucune garantie que telle ou telle préfecture en sera épargnée. Donc, par mesure de précaution, il a été établi la liste des hôtels dans chaque chef-lieu de préfecture. Et dans les préfectures où il n'y a pas d'hôtel, il a été fait l'effort d'identifier quand même des structures qui puissent accueillir. Donc, toute l'étendue du territoire est comme cela maillé. Je ne vais pas vous demander des chiffres, mais dans quelles conditions vous réquisitionnez ces hôtels? Ça fait partie de leurs efforts de guerre ou un traitement est prévu pour les hôtels qui sont sélectionnés? L'arrêté du Premier ministre qui a posé le principe de la réquisition de tous les hôtels dispose en l'un de ses articles que les prestataires ont droit à une indemnité conformément à un décret. Le décret qui précise les conditions de l'état d'urgence au Togo. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces hôtels réquisitionnés ne le sont pas parce qu'ils doivent participer à l'effort de guerre. Il y a ça aussi, mais ils auront une indemnité pour les prestations fournies. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement les hôtels parce qu'ils adhèrent
sans trop d'efforts de persuasion, à cet effort-là. Ils adhèrent à cette idée de se mettre à disposition pour la cause nationale. Ils le font pour la plupart spontanément. Et je voudrais également rassurer le personnel. Justement, avec quel personnel la mise en quarantaine est effectuée? Est-ce que c'est le personnel habituel? Est-ce qu'il y a un appui des médecins? Comment tout ça s'organise? L'arrêté du Premier ministre dit que dès lors qu'un hôtel est réquisitionné, et le responsable et le personnel doivent, dans toute la mesure du possible, accomplir le service habituel. Donc, principalement, ce sont les agents de l'hôtel qui assurent le service habituel d'hôtel. Bien entendu, les gens ne vont pas le faire au péril de leur vie. Donc c'est pour ça que nous disons que c'est dans toute la mesure du possible. Et lorsque c'est impossible, nous sommes en parfait concert avec le ministère de la Santé. Et il y a un personnel du ministère de la Santé qui assure là où le personnel des hôtels ne peut pas assurer. Cela dit, il faut considérer quand même que cette pandémie est un véritable état de choc pour le secteur du tourisme, le secteur hôtelier. Mais dans quelle proportion? Quelles sont les conséquences exactes de cet état d'urgence sanitaire sur le secteur de l'hôtel, de la restauration, du tourisme? C'est un véritable drame, non? Je parlerai plutôt de la conséquence de la pandémie. Ouais. Pas de la conséquence de l'état d'urgence, mais de la pandémie. Et les industries ou les entreprises hôtelières, que ce soit de tourisme, j'allais dire, que ce soit les hôtels, les agences de voyage, les restaurants, ont eu un coût. Un grand coût de cette pandémie-là et sur toute l'étendue du territoire national. Une enquête qui a été diligentée par le ministère du Tourisme enseigne que à la date du 21 avril, presque tous les hôtels avaient fermé, totalement ou partiellement, avec mise au chômage technique total ou partiel. Presque tous les hôtels. Presque. En 2019, les hôtels avaient enregistré au total 943 373 arrivées, contre 712 241 en 2018. En 2019, les hôtels ont créé 12 230 emplois et fait 54 milliards de chiffre d'affaires. En 2020, ce chiffre est descendu à 13,5 milliards au cours du premier trimestre, ce qui représente une énorme perte. Et c'est de la même façon que les agences de voyage ont subi de lourdes pertes. De la même manière, les restaurants, vous savez que pratiquement tous les hôtels font de la restauration. Donc, ce secteur restauration aussi a reçu le même coup. Donc, pour répondre à votre question, l'impact économique de la pandémie sur le secteur du tourisme l'impact est énorme, on va dire. Très énorme. Très énorme. Qu'en est-il du secteur culturel et des loisirs? Vous savez, culture et tourisme sont des jumeaux. Le tourisme vivifie la culture et la culture également vivifie le tourisme.
dès lors que le tourisme se porte mal, cela se répercute absolument sur le secteur culturel. Mais parlant de secteur culturel en lui-même, la même étude, la même enquête qui a été diligentée par le ministère du Tourisme à ce qui concerne le secteur du tourisme a pris en compte le secteur de la culture. Et le chiffre total des entreprises culturelles était de 166 938 489 francs en 2019, donc le premier trimestre 2019. Et la moyenne trimestrielle de cette période-là était seulement de 117. Donc la moyenne totale de l'année était de 117 millions 97 166, soit une perte de 49 millions 841 283 francs, ce qui fait une perte d'environ 50%, c'est 49, et quelques pourcents sur le secteur de la culture, pour ce qui est juste des entreprises culturelles. Mais parmi les acteurs culturels, il y en a qui évoluent en individuel, ils produisent leurs clips, leurs albums, ils donnent des concerts. Et depuis que la pandémie s'est invitée chez nous, avec les mesures barrières, notamment le couvre-feu. Le couvre-feu, l'interdiction de regroupement de personnes au-delà d'un certain nombre, fait que ces acteurs culturels ne peuvent plus exercer leur activité. Donc, c'est un impact réel, un coup dur sur la culture également. Mais, monsieur le ministre, je comprends qu'avec cette pandémie, votre ministère risque d'être en difficulté. Le secteur hôtelier reçoit comme plein impact, le secteur hôtelier, comment on va dire, est presque décimé. Le secteur de la restauration, le secteur culturel, le secteur des loisirs. Alors, avec beaucoup des dizaines de milliers de personnes envoyées en chômage, alors, qu'est-ce que le gouvernement envisage pour accompagner ces trois secteurs victimes de la pandémie? Il faut d'abord retenir que nous sommes en guerre. C'est vrai, il n'y a pas d'armes qui crépitent, mais les circonstances sont telles qu'on ne peut pas ne pas parler de guerre. Et quand on est en guerre, on perd beaucoup de choses. Le gouvernement a pris des mesures pour accompagner toutes les entreprises. Toutes les entreprises, sans distinction de secteur. Donc, ce sont des mesures essentiellement d'allègement de paiement des taxes, de recouvrement de ci ou de ça. Donc, ces entreprises touristiques, donc hôtelières, les entreprises culturelles bénéficient de ces mesures-là, elles aussi. Mais spécifiquement pour ce qui est des hôtels et de la restauration, le gouvernement a décidé de réduire, de ramener à 10% la TVA sur les activités hôtelières et de restauration. De 18%, descendu à 10%. Ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur du tourisme est spécifique. Il emploie tout son personnel et en réalité fait de personnes qualifiées, personnes que je qualifierais d'expertes et qui sont donc difficiles à remplacer du jour au lendemain. Donc le gouvernement, dans
ces efforts de réduire au maximum les peines des entreprises hôtelières et culturelles met l'accent sur la sauvegarde des emplois. Il faut que les emplois soient sauvés. Donc, il voudrait que les employés des entreprises hôtelières et culturelles ne se retrouvent pas au chômage pour toujours. Donc, ce qu'il entreprend de faire, c'est d'accompagner les agents, les employés, en mettant l'accent, en privilégiant ceux qui sont les plus vulnérables. En quoi faisant concrètement? Parce que vous avez dit, la plupart de ces structures sont en cessation de travail, pratiquement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de revenus. Comment l'État compte les accompagner avant de répondre à votre question, je précise que la deuxième spécificité du secteur de la culture et du secteur du tourisme, c'est que ils sont vivifiés principalement par l'étranger. L'hôtellerie est entretenue à près de 70% par les touristes étrangers. Et ce qui est sûr, même si aujourd'hui on signe l'acte de décès de la pandémie, le secteur de l'hôtellerie ne reprendra pas le lendemain. Parce qu'il faut que les personnes qui viennent se décident à venir. Et ce n'est pas parce qu'on aura signé l'acte de décès de la pandémie que les gens vont déferler au Togo comme à la période d'avant la pandémie. De la même manière, si nous, au Togo, nous n'ouvrons pas les liaisons aériennes, les gens ne pourront pas venir. Donc le gouvernement veut aussi accompagner les entreprises touristiques à aborder au mieux la période d'après la pandémie. Donc ce sont les deux pôles que le gouvernement prend. Maintenant, pour revenir à votre question, en quoi faisant concrètement? Les scénarios pour trouver le meilleur moyen d'accompagner concrètement les agents des secteurs du tourisme et des entreprises de la culture sont en cours d'élaboration. Les scénarios, depuis 3 semaines, et le ministère du tourisme, le ministère de la culture, tous les 3 départements sont en train d'étudier les scénarios pour accompagner, et cela se fait de concert avec les responsables du secteur privé de ces départements-là. Concrètement, il va être question de proposer au gouvernement un certain montant pour venir en appui aux agents des entreprises de ces 3 structures-là pendant la période de la pandémie. Donc, retenons que ce n'est pas de la philosophie. Peut-être que c'est du concret, mais si c'est un appui financier, mais pourquoi ça devait mettre tant de temps? Parce que la pandémie a commencé, ça fait plus de 2 mois. Ça veut dire que certains employés de ces structures se retrouvent déjà sur le carreau. Est-ce qu'il n'y a pas urgence de faire diligence? Il est en train d'être fait diligence, en extrême urgence d'ailleurs. C'est une situation que personne n'avait prévue. Situation que personne n'avait prévue. Et il faut une étude minutieuse scientifique pour que personne ne trouve à redire lorsque le gouvernement aura décidé de faire ci ou de faire ça. Dans tous les cas, l'accompagnement viendra.
l'accompagnement viendra. L'essentiel, c'est que l'idée fait son chemin. Le gouvernement dit, pour ce secteur, il faut tout faire pour sauver les emplois et tout faire pour aider les entreprises à la reprise. Donc, je crois que pour être honnête, il n'y a pas plus scientifique manière de régler le problème que cette faute. On a évoqué le secteur des hôtels, mais il y a le semi-informel, les bars, les snacks, les débits de boissons, par exemple, qui se retrouvent aussi sans activité. Quand est-ce que ces bars vont rouvrir? Quand est-ce que les employés de ces secteurs vont retrouver leurs activités? Non, quand est-ce que les bars vont ouvrir? Non, les bars n'ont jamais fermé. Les bars n'ont jamais été fermés. Il n'y a jamais eu de communiqué du gouvernement ou un arrêté du ministre du Tourisme disant que tel jour et pour telle période, les bars sont fermés. Bon, d'une manière ou d'une autre, les activités sont très perturbées parce qu'il y a le couvre-feu. Vous savez que les débits de boissons fonctionnent à flot durant la nuit. Oui, c'est vrai. Ça, non, je suis d'accord avec vous. Et les bars, pour certains, parce qu'il y avait plus de fréquentation, ont jugé bon de ne plus ouvrir tous les jours. Mais il y en a qui ouvrent tous les jours. Donc, de là, on ne peut pas dire que les bars ont été fermés. Les bars n'ont pas été fermés. Et là-dessus, je suis formel. Ils n'ont pas été fermés, donc... Il y a des bars. Et qu'en est-il de ceux qui opèrent uniquement la nuit? Les boîtes de nuit, par exemple, les bars VIP qui n'opèrent que la nuit, monsieur le ministre. Ils sont très nombreux. Oui. Ceux-là qui n'opèrent que la nuit, ce n'est pas le couvre-feu qui a fait qu'ils n'opèrent pas. Ce n'est pas le couvre-feu. Dans un communiqué, c'est vrai, il a été dit que les boîtes de nuit sont fermées. Et donc, pour ce secteur-là, qui est donc le secteur du loisir, les études sont en cours, les prennent en compte, en réalité. Donc les entreprises peut s'attendre à un accompagnement. Oui, les entreprises des loisirs, des pouvoirs publics. Les entreprises des loisirs sont prises en compte dans l'étude en cours. Mais est-ce que vous les approchez concrètement? Quelles sont les démarches de votre département envers ce monde de la culture, du tourisme, des loisirs? Est-ce que vous parlez avec ces gens? Non, j'ai dit tout de suite là que toute cette étude en cours pour arrêter quelque chose de concret au bénéfice des entreprises de ces divers sous-secteurs, hôtellerie, restauration, culture, loisirs, les études se mènent de parfait concert avec les responsables. C'est des gens qui sont organisés. Soit les tenanciers des bars qui sont organisés, les agents de voyage très bien organisés, les cultures très bien organisées. C'est de concert avec eux. C'est de concert. Donc, le ministère les approche. Alors, quel sera l'avenir de ces différentes industries relevant de votre secteur après le Covid-19? On imagine que ça va être difficile, vous l'avez évoqué tantôt, même si on décrète la fin de la maladie aujourd'hui, la reprise de ces activités, ce n'est pas pour demain. Et comme je l'ai dit, nous sommes en guerre. Donc, poser cette question, c'est poser la question du monde d'après-guerre. Et la guerre, elle détruit tout. On a, pour ce qui est du Covid-19,
une hécatombe humaine sans précédent en raison d'abord du caractère planétaire du conflit et ensuite de la propagation exponentielle de la pandémie. Et lorsqu'on sort d'une guerre, il y a toujours une étape de flottement. Mais vous savez, il y a un adage du terroir qui enseigne qu'il ne faut pas faire du lieu de chute le dortoir. Il faut se relever de ces chutes très rapidement. Et donc l'avenir des entreprises opérant dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs dépendra de la promptitude avec laquelle ces entreprises-là se sont relevées de la chute. Et le gouvernement, comme je l'ai démontré plus haut, s'organise pour les accompagner. Et le gouvernement les accompagnera. Mais je le répète, il ne faut pas faire du lieu de chute le dortoir. Merci, Monsieur le ministre, pour vos explications. Nous allons tenter de répondre à quelques questions de nos téléspectateurs qui peuvent nous saisir en direct à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. On peut prendre cette première question déjà, le 90 08 50, 90 08 50. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, vu l'évolution de la maladie, le Covid-19, dans les autres préfectures du Togo, n'est-il pas très nécessaire que le programme d'aide aux couches vulnérables appelé Novici intervienne pour appuyer la population de l'intérieur? À quand l'élargissement de ce programme? C'est Chonda qui nous écrit depuis Ketao. Vous n'êtes pas en charge de ce secteur, mais étant dans le gouvernement, je présume que vous avez quelques informations là-dessus. Alors, le programme Novici, est-ce qu'il va s'étendre à l'intérieur du pays? C'est la question de notre téléspectateur, Monsieur le ministre. Merci à celui-là qui a voulu poser la question. Il faut partir du principe que Novici n'est pas intervenu parce qu'il y a la pandémie. Novici est intervenu pour accompagner certaines couches de localités qui étaient sous couvre-feu et ou qui étaient astreintes au respect de certaines normes qui faisaient que ces habitants ne pouvaient plus exercer normalement leur activité. Donc, c'est ça le principe. Alors, si dans une préfecture, les gens vaquent librement à leurs occupations, ils vont et ils viennent, il n'y a pas de raison que Novici s'étende là. Donc, il faut qu'on parte de ce principe-là. Novici, c'est vrai, je ne suis pas chargé de ça. Et la personne la mieux indiquée pour en parler, c'est peut-être pas moi, mais le principe, je le donne quand même. Le principe, c'est vrai parce qu'on aura détecté un cas à tel endroit et que, bon, tout de suite, là, Novici arrive là-bas. Novici n'y va pas parce qu'on a détecté des cas. Novici accompagne les habitants de localités astreintes au respect de certaines mesures et qui fait que ces personnes ne peuvent plus exercer normalement leurs activités. Voilà. Alors, le 93 97 47, 93 97 47, bonjour Monsieur le ministre. Alors, Kouniou, préfecture de l'Akebou, votre préfecture d'origine, je ne sais pas si cela est vrai, je ne sais pas s'il parle de vous ou du ministre qui vous a précédé. Alors, Kouniou, votre préfecture d'origine vient d'être atteinte du haut de cette tribune. Quel conseil donnez-vous à la population de cette jeune préfecture? C'est une question générale, même si vous n'êtes pas de Kouniou, vous pouvez toujours donner des conseils à cette préfecture qui est atteinte. C'est lui qui donne l'information, vous n'avez pas encore la confirmation. Oui, la personne ne s'est pas trompée. Je suis originaire de l'Akebou, la préfecture de l'Akebou,
Mais quel conseil, pas conseil spécifiquement à la population de la préfecture de la Kébu. Et donc c'est vrai que des cas ont été enregistrés dans la 3 cas ont été enregistrés et puis c'est des cas arrivés de l'étranger. Depuis que le premier cas a été annoncé au Togo, le gouvernement a tout mis, déployé un arsenal impressionnant pour la sensibilisation. Sensibilisation sur tous les plans, sur tous les sujets, les mesures barrières, les actes barrières et tout. Et on n'a pas arrêté de sensibiliser là-dessus. Et ce qui est regrettable, et c'est ce que je n'appellerai pas conseil, mais j'appellerai les gens à une prise de conscience. Il est dit que toute personne arrivant de l'étranger doit se présenter aux autorités compétentes aux fins de prise en charge adéquate. Ça, c'est le principe. Et que si ces personnes qui arrivent refusent de le faire, la population a le sacré devoir de les dénoncer. Et si vous menez une petite enquête, nos parents prennent le vilain plaisir de cacher, de protéger ces personnes-là. Certains parents. Oui. Pas tous. Je dis nos parents, donc les parents dont les fils ou filles reviennent du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, au motif que le dire présente un caractère infamant pour toute la famille, préfèrent les protéger, les cacher. Ça, c'est de l'indiscipline. Il faut qu'on arrête ça. Et je crois que si ça continue comme cela, bon, le gouvernement sera obligé de prendre les mesures peut-être des sanctions. Voilà. 91, 93, 66. 91, 93, 66. Je suis avec attention votre émission. Alors, je suis désolé quand le ministre dit que les bars ne sont pas fermés. Moi, je suis à Noche et les agents de force de l'ordre se promènent pour fermer les bars et bastonner les gens au début de l'état d'urgence. C'est Yves qui nous écrit de Noche. Alors, monsieur le ministre, notre téléspectateur estime qu'à l'intérieur du pays, on assiste donc à la fermeture de certains bars. Est-ce que vous avez ces genres d'informations? La personne a bien fait de préciser qu'au début, aux heures où les gens sont... On a parlé d'état d'urgence ou de couvre-feu. Il n'y a pas de couvre-feu à Noche. Donc j'estime que c'est au début de l'état d'urgence sanitaire. Alors, mais si c'est au début de l'état d'urgence, est-ce qu'actuellement cela encore court? Les bars n'ont jamais été formés, je le dis et je le répète. Alors, on va peut-être, avant la fin de cette émission, aborder quand même quelques sujets politiques. Le président de la République a prêté serment le 3 mai dernier pour un nouveau mandat. Que peuvent espérer les Togolais qui ont suivi cette cérémonie, c'était dimanche dernier? Que peuvent-ils espérer de ce nouveau mandat, les 5 ans qui sont devant eux, 5 ans de pouvoir du président Faure Gnassingbé? Merci. Le président a effectivement prêté serment le 3 mai dernier. La prestation de serment est une formalité substantielle dans l'institution d'un président de la République. C'est la formalité qui opère collation du pouvoir. C'est à partir de là que lui sont conférés les pouvoirs en vertu desquels il agit ou il agira.
Maintenant, ce que les Togolais peuvent espérer de cette prestation de serment pour un mandat de 5 ans, c'est d'abord la consolidation des acquis du quinquennat qui est passé. Et à savoir la consolidation de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Le président s'était engagé à ça pour le mandat qui vient de se passer. Deuxièmement, la mise en œuvre de la décentralisation. Ça a été amorcé. Il faut consolider cela. Avec les élections locales. Voilà. L'affermissement de la paix et l'assurance de la sécurité pour tous. La paix et la sécurité sont des richesses que nous, dans la plupart des pays ou dans presque les pays, on n'estime pas. C'est des richesses immatérielles, mais inestimables. Il a suffi que coronavirus s'invite dans notre pays pour que tout soit bouleversé, que nos libertés soient restreintes, que nous ne puissions plus faire ce que nous faisions avant. À plus forte raison s'il s'agissait d'une menace contre la sécurité, contre la paix. Sans la paix, vous et moi, nous ne pourrons pas nous retrouver ici librement, en train de discuter et de parler de ces sujets-là sans crainte. Et quatrièmement, l'amélioration de la croissance économique, donc à travers la mise en œuvre du PND. Le Programme national de développement. Et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc, c'est des acquis que nous avons déjà. Donc, le président de la République... considérer ce dernier aspect comme un acquis? Vous parlez de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, mais avec cette pandémie, on s'est rendu compte que le Togo compte un grand nombre de populations démunies. Le Togo compte un grand nombre de populations démunies et il serait pas très conséquent de ma part de dire non parce qu'il n'y a aucun pays au monde où il y a de personnes qui aspirent au mieux-être. Dans aucun pays. Mais cette fois-là, nous parlons du minimum. Parce que vous avez vu le succès du programme Novici qui octroie environ 10 500 par mois. Mais vous avez vu le succès de cette opération. Avant Novici, il y a des gens qui n'avaient pas 10 500. Donc, ils vivaient de ce que leur procurait leur travail. Mais quand Novici a commencé, mais vous avez suivi les critiques, mais 10 500, mais c'est pour faire quoi, etc. Finalement, on se rend compte que 10 500, ce n'est pas rien. Un État ne peut pas avoir la puissance, le pouvoir de Dieu au moment de la création pour dire que ceci soit et cela arrive. Peut-être que les gens voudraient que le gouvernement fasse mieux. Mais qu'ils reconnaissent ce qui se fait déjà et aspirent au mieux-être. D'accord. Monsieur le ministre, nous arrivons donc déjà à la fin de notre programme. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État doit s'attaquer à certaines priorités pour ce nouveau quinquennat et c'est là-dessus que vous allez conclure? Merci pour ce quinquennat à venir. Le président de la République s'est engagé à préserver, à consolider la paix et la sécurité et à instaurer une gouvernance concertée et créer de la richesse pour tous. Et que tous aient un accès aux services sociaux de base
et enfin que le capital humain soit renforcé à travers l'éducation et la santé pour tous. Mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Et nous devons faire l'effort de faire coïncider nos propositions aux dispositions de Dieu. Le Covid-19 est venu bousculer tous les agendas et perturber toutes les prévisions. Donc, les gens devront comprendre qu'il est nécessaire qu'un accent particulier soit mis sur le secteur de la santé avec des financements pour les équipements, pour les infrastructures et pour les ressources humaines. Donc, c'est le seul bémol qui vient obliger le président de la République à adapter son programme à la situation que nous vivons. Donc, aux 5 premiers points que j'ai cités, il y a ce sixième inféré de la survenue du Covid-19 qui vient s'ajouter. Et malheureusement, il va plus retenir l'attention. Voilà. Merci, monsieur le ministre Kossivi Egbetonyon, ministre togolais en charge de la culture, du tourisme et des loisirs. C'est un plaisir de vous avoir eu. Merci et à très bientôt. C'est à vous que je dis merci. Donc, nous arrivons donc à la fin de ce nouveau plateau. Et restez avec nous dans un instant après une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons avec un autre thème, avec des spécialistes de la santé pour évoquer l'évolution de la pandémie du Covid-19 au Togo dans le monde. À très bientôt.